Le Niger, victime de sa richesse et des rapaces. Le Niger, vaste pays de 1 300 000 km², situé en Afrique de l'Ouest. Enclavé entre la Libye, l'Algérie, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, le Nigeria et le Bénin. Le fleuve Niger, long de 4000 km, traverse le pays sur une longueur de 550 km de Labezanga à Gaïa. Le fleuve Niger était et est encore d'une grande utilité pour les populations locales. Il sert sur certaines parties de voies navigables et de zones de pêche pour les villages situés à proximité. Mais, ce n'est certainement pas le fleuve Niger qui constitue la richesse du Niger. Loin de là. Le Niger dispose d'un sous-sol qui est l'un des plus riches de l'Afrique subsaharienne, avec d'importantes réserves d'uranium dans le massif de l'Aïr, de phosphate, d'or dans le Liptako nigérien, du charbon à Anouararan et d'étain à El Miki, d'immenses gisements de pétrole et de gaz d'Agadem, Ténéré et Zindé auxquels s'ajoutent d'autres gisements découverts récemment à l'extrême nord du pays, à quelques centaines de kilomètres de la frontière algérienne. Il faut noter que le Niger ambitionne de produire 200 000 barils par jour d'ici 2025. Si on s'arrête uniquement à l'exploitation de l'uranium, le Niger, selon une enquête publiée récemment, est placé au 3e rang mondial, avec 70% des exportations du pays. Le sous-sol recèle d'autres richesses minières dont on parle moins, le zinc, le fer, le barytine, le talc, le bauxite, le lithium et le bismuth qui sont extraits au Niger. Malgré ces immenses richesses, le Niger, peuplé de plus de 25 millions d'habitants, occupe la 189e place sur 191 pays du classement annuel de l'indice de développement humain publié en 2022 par le Programme des Nations Unies. Autant dire que c'est le pays le plus pauvre du monde. Rappelons tout simplement qu'en 2023, 85% des Nigériens n'ont pas accès à l'électricité. Étonnant, non. Une question, comment un pays aussi riche, ce qui est, bien entendu, le cas pour la plupart des pays du continent africain, est classé parmi les pays les plus pauvres du monde? Dans quelle poche va tout cet argent qui ne profite manifestement pas au peuple nigérien? Pour essayer de comprendre cette faillite, il faut remonter à l'histoire récente de la République du Niger jusqu'au coup d'État incontrôlé et incontrôlable, du 26 juillet 2023. Le Niger de la colonisation à nos jours. Les Français atteignent le lac du Tchad, étendu d'eau douce, situé entre la frontière du Niger, du Nigeria, du Cameroun et du Tchad, vers 1890. Ils ont fait face à la résistance acharnée des confédérations touaregs du massif de l'Aïr, des Haoussa et des Arma-Samgué. Réunis pour l'occasion, les farouches berbères, aidés par leurs coreligionnaires du Sud, ont affronté 10 années durant, jusqu'en 1900, les assauts de l'armée française. Et à partir de 1900, la France a fait du Niger un territoire militaire. Le 13 octobre 1922, le Niger devient officiellement colonie française. Toutefois, il est important de noter que les premiers Européens à entrer dans la région du Sahel furent les Britanniques, du moins officiellement, les vraies raisons étant les mêmes qu'aujourd'hui, lutter contre la traite négrière. C'est à croire que l'histoire ne fait que bégayer. Pour le début du XIXe siècle, le motif était pour les Européens, la lutte contre les négriers qui pourchassaient les forces vives africaines afin de les exploiter dans les champs de coton, et le début du XXIe siècle, c'est au prétexte de la lutte contre les djihadistes et autres chiens de garde qui sèment la terreur à la surface de ces sous-sols du continent africain qui regorge de richesses minières et pétrolières. Bref, chaque époque amène avec elle les intérêts du moment, son lot de terreur et ses propres terroristes. En 1927, le gouvernement français a mis en place un rééquilibrage politique et économique des pouvoirs afin de diminuer l'influence de la communauté Haoussa de Zindé. Ainsi, le Niger devient de fait une colonie administrée directement à partir de la capitale actuelle du Niger, Niamey. Presque en même temps que l'Holodomor, la famine qui a frappé l'Ukraine entre 1931 et 1933 et qui a décimé 19% de la population ukrainienne, la région du Sahel fut secouée en 1931 par une famine beaucoup plus grave que l'Holodomor. Elle a anéanti entre 20 à 25% de la population nigérienne. Pour certains historiens, cette famine était la conséquence d'une terrible sécheresse et d'une invasion de sauterelles. Pour d'autres, c'était à cause du problème de la sécheresse, conjugué avec les mauvaises décisions politiques prises à Niamey.
En tout cas, qu'on se rassure, Staline, à l'évidence responsable de la famine en Ukraine, n'était en rien responsable de la famine qui a frappé le Niger en 1931 et encore moins, il serait risible d'accuser Poutine qui n'était pas encore né. Enfin, un travail sérieux attend les vrais historiens pour expliquer, au-delà de la sécheresse et des sauterelles, ce qui s'était réellement passé sur le plan politique et sur les routes commerciales lors de cette terrible famine. Quoi qu'il en soit, le Niger devient, en 1946, un territoire d'outre-mer, avec un député à l'Assemblée nationale française. Toutefois, quelques partis politiques ont été créés à partir de 1946, entre autres, le Parti progressiste nigérien, PPN, en 1946, l'Union démocratique nigérienne, UDN, en 1954, le Bloc nigérien d'action, BNA, en 1955. Le 31 mars 1957, les élections sont remportées par le parti Sawaba, fusion entre UDB et du BNA, avec comme leader M. Djibo Bakary, favorable à l'indépendance du Niger. Le 18 décembre 1958, à l'issue d'un référendum truqué et d'une campagne pour le « non », menée par Djibo Bakary, le « oui » l'a emporté et le Niger devient une république autonome au sein de la communauté française. L'indépendance et la première république. Le 3 août 1960, le Niger accède à une indépendance de façade et un premier représentant de la France-Afrique, M. Hamani Diori, est alors élu président du Niger par l'Assemblée nationale. M. Djibo Bakary, partisan d'une indépendance immédiate et sans condition, fervent opposant à l'entrée du Niger dans la communauté française et qui avait soutenu le « non » au référendum du 28 septembre 1958, organisé par la France, fut définitivement écarté. Rappelons que M. Djibo Bakary a été nommé chef du gouvernement en juillet 1958, avant de démissionner le 19 octobre de la même année, à la suite de la victoire du « oui » et remplacé Fissa par M. Diori. M. Djibo Bakary passe alors à la clandestinité et est exilé au Ghana, chez son ami et frère idéologique, le panafricaniste Nkrumah. Il faut rappeler que M. Djibo Bakary fut un des rares responsables politiques africains à avoir démissionné en raison de ses convictions nationalistes et idéologiques. Premier président de la République du Niger, le 8 novembre 1960, l'Assemblée nationale nigérienne a élu officiellement M. Hamani Diori au poste de président de la République. Partisan d'une relation étroite avec la France et sans aucune opposition réelle, il garda le pouvoir jusqu'en 1974. Signalons au passage que le président Hamani Diori fut le premier à lancer l'idée d'un sommet de la francophonie. Et, depuis 1961, il a permis à la France d'avoir un accès privilégié à l'exploitation de l'uranium nigérien. Son règne fut entaché par une forte corruption, la malversation et la gabegie, et, au début des années 1970, le Niger a fait face à une très grande famine. L'aide internationale fut alors détournée par les membres du gouvernement Diori. Le peuple était littéralement livré à lui-même et des centaines de milliers de Nigériens sont victimes de la faim en raison de l'incapacité de M. Diori à régler le problème et de sa passivité face à la corruption des élites au pouvoir. Néanmoins, inspiré par son voisin du Nord, le président algérien Boumedienne, qui a nationalisé de façon unilatérale les hydrocarbures et les richesses minières algériennes, le 24 février 1971, le président Hamani Diori a eu, en 1973, à l'instar de son voisin du Nord, M. Boumedienne, la mauvaise idée d'annoncer à l'avance son intention de reprendre la main sur l'uranium et sur toutes les richesses minières du Niger. Vouloir toucher aux intérêts de la France et de ses relais au Niger et le proclamer haut et fort, est le degré zéro de la politique et une maladresse qui allait lui coûter très cher. Il a sans le savoir précipité sa chute. Dès lors, jusqu'en juillet 2023, aucun autre chef d'État nigérien n'a eu, ne fût-ce que l'idée de dénoncer les accords de coopération signés avec l'ancienne puissance coloniale. Accords, pourtant très défavorables à l'économie et au peuple nigérien. Ils ont préféré rester au pouvoir au détriment des intérêts vitaux de leur peuple. En clair, jusqu'en juillet 2023, les emballages changent et les contenus restent toujours les mêmes. Les personnels politiques changent sans que l'orientation politique ne change d'un iota. En août 2015, une alliance qui a réuni 15 partis d'opposition a organisé une grande manifestation à Niamey. Contre vent et marée, M. Issoufou a été réélu le 2 avril 2016, malgré le boycott du scrutin par tous les partis d'opposition. Entre-temps,
La situation sécuritaire ne s'est pas améliorée, mais, bien au contraire, elle s'est gravement dégradée. Et, le 18 juillet 2019, 18 soldats nigériens sont tués par un groupe djihadiste appartenant à l'État islamique. En décembre de la même année, 71 autres militaires nigériens sont assassinés près de la frontière malienne par un groupe armé qui a pris possession de la région des Trois Frontières. S'ajoute à la situation économique et sécuritaire catastrophique l'annonce, en décembre 2019, des présidents, français Emmanuel Macron et ivoirien, Alassane Ouattara de la fin du franc CFA pour les 8 pays de la CEDEAO dont le Niger, au profit de l'ECO que les partis d'opposition nigériens ont qualifié de poudre aux yeux et d'une escroquerie financière dans la mesure où une parité fixe est maintenue avec l'euro. Après un scrutin truqué, Mohamed Bazoum est élu président du Niger, le 2 avril 2020. Comme tous ses prédécesseurs, il a adossé sa politique à l'ancienne puissance coloniale. Les milliers de morts civiles et militaires et plus de 3 millions de déplacés et de réfugiés ont signé l'échec de l'armée nigérienne et de l'armée française, à travers l'opération Barkhane, d'éradiquer les groupes terroristes et de narcotrafiquants, responsables du chaos et de la désolation sur tout le territoire nigérien. S'ajoute à ce climat de violence et d'insécurité, une extrême pauvreté qui touche officiellement plus de 40% de la population nigérienne. Le constat est plutôt amer et le processus de la disparition de la nation nigérienne est pratiquement engagé. Les militaires n'avaient d'autre choix que de destituer le président Bazoum et de dénoncer tous les accords de coopération militaire signés avec l'ancienne puissance coloniale afin de mettre hors d'état de nuire les groupes djihadistes et autres mercenaires. Le 26 juillet 2023, l'armée a décidé enfin de mettre un terme à cette situation qui n'a fait que s'aggraver année après année. Les militaires, à leur tête, le général Abdourahmane Tiani, prennent le pouvoir et destituent le président Bazoum et son gouvernement, incapables de mettre un terme à l'expansion des groupes armés qui gagnent de plus en plus de terrain, et qui sèment la mort parmi les populations civiles et les militaires. Incapables d'endiguer la corruption et incapables de remettre sur rail l'économie afin de permettre au peuple nigérien de vivre dignement dans un pays potentiellement riche. Le général Tiani est nommé depuis le coup d'État militaire, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Les militaires au pouvoir à Niamey ont pour la première fois, dans l'histoire récente du pays, décidé de réexaminer tous les accords de coopération qu'ils soient militaires ou économiques signés par tous les gouvernements successifs, depuis 1960. En outre, à l'instar de leurs voisins maliens et burkinabés, ils ont décidé que, désormais, les orientations des politiques nationales et internationales de la République nigérienne ne soient dictées que par les intérêts du peuple. Ils se sont rapprochés de Moscou et de Pékin pour la mise en œuvre d'une coopération multilatérale gagnant-gagnant, éloignée de la politique des réseaux, des copinages, des magouilles et des fricotages, tissés depuis 1960 avec l'ancienne puissance coloniale. Face à cette nouvelle posture politique, les militaires au pouvoir à Niamey font face à des problèmes internes, à la suppression de l'aide internationale apportée par l'UE, aux sanctions économiques prises par la CEDEAO et à la menace d'une intervention militaire de la part de certains pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, totalement soumis à l'ancienne puissance coloniale. Comme si toutes ces sanctions et ces menaces ne suffisaient pas, les États-Unis ont annoncé, ce mardi 10 octobre, la suspension de l'aide de 500 millions de dollars allouée chaque année au Niger. Des sanctions et des suspensions d'aide qui visent, du moins, à pousser le peuple du Niger à se révolter contre les nouvelles autorités de Niamey, sinon à l'anéantir par la faim et par des attaques des djihadistes et autres mercenaires à la solde de ceux-là même qui exploitent ou qui ont des visées sur les richesses du pays. La partie est malheureusement loin d'être gagnée. L'alliance tripartite conclue avec le Mali et le Burkina Faso est probablement une des solutions qui peut aider les nationalistes au pouvoir à Niamey à passer ce cap à la fois très difficile et extrêmement dangereux.